Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de vous être déplacés donc, pour cette conférence. Je vais pas revenir sur mon cursus parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai un immense bonheur ce soir à revenir déjà, j'allais dire, un peu parmi les miens. Donc, l'Académie salésienne qui m'avait permis à l'époque donc, de publier les travaux de ma thèse. Et j'en suis infiniment reconnaissant. Et puis donc, proposition m'a été faite par Laurent Périllat, donc le président, d'intervenir de manière un peu plus large que sur Monseigneur Bior, même si évidemment, hein, vous l'aurez compris, il restera le centre de mon propos, mais j'essaierai tout au long d'établir des éléments de comparaison, de voir aussi les éléments de rupture, de permanence qui jalonnent ce XVIIIe siècle, avec des évêques de Genève-Annecy devant affronter les défis d'un siècle bien rempli. Donc j'ai intitulé la conférence de ce soir l'épiscopat à l'épreuve des défis du siècle des Lumières. L'idée étant d'ancrer donc cette action des évêques face aux défis proposés par les Lumières. On verra que c'est un défi, j'allais dire, sur plusieurs plans. Alors évidemment sur le plan des idées, ça je pense que tout le monde l'aura compris. Mais qui dit siècle des Lumières dit rationalisation, dit modernisation des États. Et ce sera aussi l'occasion de voir la montée en puissance de l'administration diocésaine, à la lumière de ce qu'on peut observer à l'intérieur des États modernes et des rouages des monarchies. Hein, j'emploie tout de suite le pluriel des monarchies, puisque vous le savez bien évidemment, mais la particularité du diocèse de Genève-Annecy est d'avoir 80% du diocèse situé en partie piémontaise, et puis 20% du diocèse situé en partie française, ce qui va concrètement compliquer hein, le jeu des évêques. Donc, mon fil rouge sera Monseigneur Bior. Hein, je me réjouis de replonger à travers ce prisme-là dans ce XVIIIe siècle. Nos évêques, alors ils sont connus, bien connus, peu connus, j'allais dire, c'est même pas le propos de la conférence. L'idée, c'est plutôt de comprendre ce qui va se jouer, puis les inflexions qui vont avoir lieu au cours de ce XVIIIe siècle. On a un premier XVIIIe siècle incarné par un long épiscopat, hein, celui de Monseigneur Rossillon de Bernex, un épiscopat qui s'inscrit aussi dans son prédécesseur, dans la politique de son prédécesseur, Jean d'Arenton d'Alex, à savoir un épiscopat marqué par une posture offensive, hein, notamment avec cette idée de reconquête très forte sur la partie française du diocèse, notamment dans le Pays de Gex, marqué par la destruction notamment de temples. On est dans le sillage de l'édit de Fontainebleau de 1685 qui a révoqué l'édit de Nantes. Et donc là, on est vraiment quelque chose d'une posture offensive. Après viendra donc une longue vacance et je reviendrai sur ces 3 vacances qui jalonnent ce XVIIIe siècle pour les évêques de Genève-Annecy. Donc avec cette fois un Monseigneur Deschamps de Chaumont beaucoup plus en retrait. Un évêque qui va laisser beaucoup d'espace à ses vicaires généraux, et puis un en particulier, donc Monseigneur Bior, qui lui succédera. Donc là, on va avoir un évêque plus en retrait, notamment dans ce qui est traditionnellement l'élément pour poser l'autorité du épiscopal, à savoir les visites pastorales, un évêque qui va faire très peu de visites, et donc qui va laisser quand même un diocèse s'administrer de loin. Et on verra qu'il y aura une véritable reprise en main qui s'effectuera par Monseigneur Bior. Et on verra que cette reprise en main est d'autant plus importante qu'il est contesté au moment de sa nomination. Et pour terminer le siècle, donc, il y aura Monseigneur Paget qui était lui-même vicaire général de Monseigneur Bior. Et là, c'est les événements révolutionnaires, hein, les soubresauts de l'extérieur, qui mettront fin donc, à l'épiscopat d'Ancien Régime. On verra qu'effectivement c'est un diocèse, mais alors c'est pas singulier au diocèse de Genève-Annecy, mais qui est amené souvent à réagir aux élans du temps, et puis avec les moyens, je dirais, du bord d'un diocèse de périphérie, et puis avec des figures
qui ont une épaisseur intellectuelle plus ou moins importante, qui leur permettent d'exister, hein. Le temps est passé, le temps de Monseigneur de Sales, figure éminente, connue, reconnue de tous, qui pèse, qui infléchit. Là, on n'est plus du tout dans ce type de schéma. Je disais, je veux revenir un moment sur, enfin pas trop longuement quand même, mais sur ces temps de vacances, qui sont vraiment des temps où les diocèses sont exposés, hein, aux attaques extérieures, notamment à des tentatives de recomposition territoriale dans un espace qui est extrêmement convoité. J'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure un peu plus longuement sur les exemples de Versoix et de Carouge. Ces diocèses périphériques, hein, qui sont à l'extérieur sont aussi des opportunités pour les pouvoirs centraux qui sont plus enclins à tenter des choses, hein, à les utiliser comme laboratoire. Et donc ça crée aussi, hein, beaucoup de mouvements, beaucoup d'incertitudes sur ces diocèses-là. Et je trouve que le diocèse de Genève-Annecy, au XVIIIe siècle, en est une très belle incarnation. Alors, des portraits bien connus, l'idée c'est pas de commenter les portraits, c'est juste de mettre un visage sur chacun des évêques qu'on va rencontrer ce soir. L'idée, quand on passe les portraits, je vais déjà les passer en revue, c'est de voir qu'il y a une posture, hein, il y a une manière de poser, il y a, j'allais dire, vraiment quelque chose qui relève de la permanence, cette histoire chrétienne, cette tradition catholique bien ancrée. Et puis, on pourrait se dire, ce qui est assez intéressant, c'est par rapport à cette représentation figée du temps, à ce poids de la tradition qu'on essaye de maintenir contre vents et marées, on a les mouvements du siècle, avec bien sûr au XVIIIe siècle le mouvement des Lumières qui va venir fissurer l'édifice catholique. Et puis ensuite, ce sera le mouvement révolutionnaire qui emportera avec lui pas que l'ancien régime et ses évêques, mais en tout cas, hein, ils seront en première ligne de ce séisme. S'ancrer aussi dans l'espace, l'idée c'était de mettre un visage. Donc le diocèse de Genève-Annecy appartient à une province ecclésiastique, en l'occurrence la province ecclésiastique de Vienne, qui en fait donc de facto plutôt une inclination qu'on pourrait dire française, hein. Il appartient à une province française. Donc on a deux diocèses savoyards qui sont dans cette province ecclésiastique de Vienne. Donc on a aussi l'évêché de Maurienne sur ces marges orientales donc, de la province ecclésiastique de Vienne. Et pourtant, hein, la réalité est somme toute autre, puisque on sait que notamment pour Genève-Annecy, comme pour la Maurienne, tout se passera de l'autre côté des monts, et notamment dans les liens avec Turin dans ce XVIIIe siècle. Mais un observateur extérieur pourrait imaginer qu'on a une forte inclination française. On verra que c'est largement remis en question par l'action et les événements. Les sources. Alors j'aime bien m'arrêter quand même toujours quelques minutes sur les sources, parce que je sais que parmi l'Assemblée, vous aurez des personnes qui fréquentent les archives, qui aiment être au contact le plus proche de l'histoire, et donc ça c'est la confrontation, ce lien charnel, hein, aux sources. Donc évidemment, dans un sujet qui traite des évêques du diocèse de Genève-Annecy, on passe par les archives départementales de Haute-Savoie à Annecy, et puis j'avais mis donc en gras cette fameuse série G qui correspond au clergé séculier. Évidemment, on a toutes les relations qui en découlent avec le clergé régulier, qui est donc la série H. Et puis une série sur laquelle j'aime toujours beaucoup insister, c'est la série C de l'intendant, parce que dans le XVIIIe siècle, je pense qu'on passe à côté de quelque chose si on ne met pas en relation les autorités civiles et les autorités ecclésiastiques dans le jeu de pouvoir. Donc je pense que qui travaille sur le XVIIIe siècle et les évêques doit aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les relations avec l'intendant. On pourrait ajouter, je ne l'ai pas mentionné, mais je le signale au passage, les tabellions, hein, ces recueils de notaires,
où notamment peuvent figurer des testaments, des choses comme ça, qui permettent notamment d'évaluer quand on s'intéresse à l'histoire culturelle, l'état des bibliothèques, hein. Ça, c'est toujours intéressant aussi quand on veut entrer sur l'angle intellectuel ou des lectures des personnages de haut rang du diocèse. J'ai mentionné aussi les archives départementales de l'Ain, évidemment, puisque vous l'avez compris, il y a une partie de France de ce diocèse, et donc là aussi, il y a des éléments, hein, notamment à travers, on le verra, hein, ceux du représentant de l'évêque, du vicaire général de ce côté de la partie de son diocèse, hein, qui est un vicaire général un peu à part, hein, de ce fait, d'être dans la partie française, puisqu'il doit traiter aussi avec les autorités civiles françaises, et notamment du côté de Dijon. Je disais, le diocèse de Genève-Annecy regarde vers Turin, hein, regarde au-delà des monts, donc les archives d'État de Turin, avec un fonds absolument incroyable, constitué par la correspondance des évêques, ou notamment, moi, dans ce qui m'importait de traiter, le projet de Carouge, hein, donc la mise en place de cette nouvel espace, hein, dans le diocèse de Genève-Annecy, directement au contact donc, des hérétiques genevois, donc on y reviendra un peu plus tard. Le pendant de Carouge, un peu plus au nord de Genève, c'est le projet de Versoix. Hein, si vous avez eu le plaisir de vous promener sur ces bords du lac, avec notamment le port Choiseul, hein, qui est un reste, un hommage, hein, en quelque sorte, de la politique menée par le Premier ministre de Louis XV, avec cette volonté de développer une colonie au nord de Genève pour concurrencer le pôle genevois. Qui dit évêque dit relation avec le Vatican. Alors, il ne faut pas imaginer, hein, qu'on s'écrit tous les jours, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais j'avais eu l'occasion donc, de retrouver l'enquête. Donc, il y a une enquête sur les candidats, hein, les épiscopales, et puis il y a une enquête après sur le futur évêque qui est validée, hein, par le Vatican. Donc, ça, c'est un document tout à fait éminent. Et puis, ces visites ad limina, hein, qu'on maintient, hein, qui sont beaucoup moins fréquentes que les siècles précédents, qu'on fait encore dans la partie savoyarde, qu'on fait plus beaucoup du côté, par exemple, de la France, hein, si on veut comparer à la même époque. Et puis après, on a des fonds, hein, sur les archives privées, hein, des associations, évidemment, les archives incroyables de l'Académie salésienne, avec ces fameux cartons des évêques, hein, qui ne concernent pas uniquement Monseigneur Biord, hein, mais où on a donc vraiment une source incroyable à traiter, à mettre en ordre. Moi, je suis très heureux d'entendre que tout à l'heure l'Académie salésienne essaye de tisser des liens avec des étudiants. Moi, je pense que ce soit de master ou de doctorat, je pense qu'il y a encore des choses qui mériteraient vraiment d'être travaillées, publiées. Donc, j'espère que ça fera encore des beaux jours pour les prochaines années de l'Académie. Et puis ces fameux mémoires Biord, hein, où j'ai vraiment du mal à remettre la main dessus, mais finalement on les a retrouvés, hein, ils étaient bien à l'Académie. Alors par mémoire, il ne faut pas se laisser trop bercer d'illusions, ce n'est pas les confessions au jour le jour d'un évêque, on aurait pu prendre un peu le pouls de ses sentiments sur ce qu'il vivait. C'est vraiment une mémoire administrative du diocèse, hein, c'est une compilation, j'allais dire, de toutes les affaires du diocèse. C'est extrêmement déterminant dans un monde qui tend à se rationaliser, où il faut prouver ses prérogatives. Et Monseigneur Biord avait eu des difficultés, notamment avec son chapitre, hein, dans ses premiers mois, les premières années de son épiscopat. Et il s'était dit que dans l'idée de transmettre à son successeur, ce serait bien que tout soit ordonné. Ça rentre d'ailleurs dans un plan plus général et plus global de rationalisation, où il n'y avait pas de véritable espace de stockage ou d'archives, hein, pour les archives diocésaines, avec les risques qu'on connaît, hein, donc de destruction par exemple par un incendie ou des choses comme ça, ou mauvais état de conservation parce que les locaux ne sont pas idoines. Et donc dans le projet du palais épiscopal, l'évêque met toujours en avant la nécessité d'avoir un lieu, un espace d'archives, hein, qui juge tout à fait déterminant pour une bonne conduite des affaires du diocèse.
Donc, qui dit siècle des Lumières dit siècle des lettres. Donc, évidemment, quand on travaille sur les évêques ou les diocèses, on travaille beaucoup sur les correspondances. On verra un peu plus tard dans l'exposé que, notamment quand on regarde de près ce qui s'est fait du côté de Monseigneur Rossillon de Bernex, donc au début du siècle, et puis Monseigneur Bior, on a vraiment un changement sur les correspondants et les lieux de correspondance. Et puis là, on voit vraiment le basculement dans le siècle entre un centre qui regarde vers les sphères françaises, parisiennes, et puis ensuite on passe dans la sphère piémontaise et turinoise. On verra aussi que c'est lié au choix des personnes. On verra que le fait d'avoir choisi un roturier est un choix éclairé de la part des souverains de Sardaigne, parce que c'est vrai qu'après ils avaient des hommes qui leur devaient tout et qui étaient beaucoup plus enclins de servir la politique monarchique. Voilà, pour les sources, j'aime bien aussi dire qu'il faut vraiment aller sur ce jeu du local au curial, ou on aurait pu dire du local au central, on peut imprimer ça, on peut le mentionner de diverses manières, ou des frontières vers le centre, de la périphérie vers les centres. Il y a déjà un jeu qui s'opère à l'échelle du diocèse, si vous voulez, avec la capitale épiscopale qui est Annecy, donc un centre. Donc voir le jeu qui s'opère entre le centre annécien, puis par exemple les marches qui sont contestées du côté de Carouge ou de Versoix. Puis après, j'ai envie de dire, il y a un double jeu, parce qu'il y a le fait que ce diocèse soit lui-même une périphérie d'un espace plus large, enfin d'espace plus large, en l'occurrence le royaume de Piémont-Sardaigne et le royaume de France. Et c'est vraiment par ce jeu de va-et-vient qu'on peut comprendre certains choix qui pourraient paraître curieux au niveau local ou qui pourraient être curieux d'un point de vue monarchique. Et on va voir que c'est un jeu de compromis, de négociation, pour arriver à défendre le catholicisme avec des souverains qui veulent promouvoir l'économique. Si on veut l'oreille du souverain pour construire un palais épiscopal, il ne faut pas trop s'opposer à ce que le souverain veut faire, notamment du côté de Carouge. Donc c'est ce jeu subtil d'équilibre qu'on va revisiter, alors, en partie ce soir, parce qu'évidemment, qui dit une conférence une quarantaine de minutes, dit faire des choix, et puis on sait aussi qu'à un moment la tension elle tombe, donc l'idée c'est de ne pas tous vous perdre sous peu. Donc on va essayer de rester quand même relativement dynamique. Alors voilà, j'ai choisi 4 axes, j'aurais pu en choisir d'autres. Ça c'est le privilège maintenant, ça c'est bien. C'est quand vous êtes invité, vous pouvez faire des choix, et puis peut-être aller là où vous avez envie de revisiter des éléments. Donc moi, mes 4 choix de ce soir, c'est donc ce que j'ai intitulé le palais de la raison, résider endigué, puis je vais m'en expliquer sous peu. Puis j'ai intitulé quand même, est-ce que c'est un impossible pari? Parce qu'on verra qu'il y a tellement de jeux et de forces contraires dans les choix que doit porter l'évêque, on peut se demander si c'est tenable. Un autre que j'ai appelé le combat perdu des Lumières. Peut-être que ma vision est un peu négative, mais j'ai quand même le sentiment qu'en dépit de toute la bonne volonté affichée par les évêques tout au long du XVIIIe, puis surtout dans sa seconde partie, à un moment, quand on se confronte à Voltaire, quand on se confronte à la cour de France, on n'a pas forcément ni les relais, ni les réseaux, ni l'épaisseur intellectuelle. Par contre, on a la volonté, puis ça on le voit bien au niveau local. On voit au niveau local comment on peut lutter, parce que c'est aussi l'avantage que d'être au niveau local. On peut décider du prêtre, on peut bien doter une école, on peut refaire une église. Et puis ça, c'est le travail, j'allais dire, du pasteur, du laboureur de diocèse. Et puis, après, par contre, essayer de disqualifier Voltaire sur la scène européenne, on n'a peut-être pas toutes les armes pour le faire. Après, un thème aussi qui m'est très cher, c'est donc cette idée de diocèse périphérique, de diocèse de frontière, et puis comment se mettre aussi au service de la monarchie. Et puis cette montée en puissance donc, de l'administration diocésaine, qui est une vraie réussite dans le diocèse de Genève-Annecy, quand on voit finalement l'embryon d'administration diocésaine qui existe encore au début du XVIIIe siècle, et puis ce à quoi aboutit
Monseigneur Biord dans les toutes dernières années du siècle, on voit qu'il y a une véritable volonté de rationalisation, de structuration. Et ça, c'est vraiment un défi, par contre, qui, à mon sens, a été très bien relevé. Donc, un premier thème. Donc, le palais de la raison, résider et endiguer l'impossible Paris. Alors, on va se remettre quand même un petit peu dans l'ambiance du temps. Hein. L'ambiance du temps, c'est-à-dire on élargit un petit peu le propos. Donc, j'ai repris une citation de mon directeur de thèse, Frédéric Meyer, un professeur donc à l'université de Savoie-Mont-Blanc, donc qui décrivait un peu comme ça la question du palais épiscopal au XVIIIe siècle. Donc au-delà des nécessités du logement, il s'agissait aussi de rétablir la dignité de la fonction et d'asseoir la puissance rénovée de l'Église. Pour leur biographe, un évêque bâtisseur est un grand évêque. Construire un palais épiscopal, c'est relever l'Église. Donc il y avait la dimension pratique, mais il y avait aussi toute la dimension symbolique. Donc, de manière plus large, hein, les temps modernes sont un moment de rénovation, de larges projets de transformation des palais épiscopaux. Hein. Il y a deux périodes qui avaient été bien identifiées. Donc la première moitié du XVIIe siècle et puis la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec donc, cette expression de John McManus qui désigne la building mania, cette construction un peu à tout va, et puis on peut resserrer un petit peu le focus, et puis on se rend compte que donc Monseigneur Biord n'est pas le seul à se lancer dans ce type de projet. Hein. On l'observe donc en Maurienne, hein, donc un voisin savoyard, donc en l'occurrence Joseph de Martignana. Donc on voit qu'il y a déjà des projets qui ont eu lieu au début du XVIIe siècle, et pourtant, hein, dans les années 1760, on continue d'embellir, de rénover donc le palais épiscopal de Saint-Jean, avec notamment des aménagements cossus. Et puis la quintessence, on va dire, se situe du côté français, là, chez les voisins, avec la magnificence de la pierre de Coron, choisie donc par Monseigneur Cortois de Quincey pour réédifier son palais de Bollay. Donc on est dans un mouvement plus général. Alors, à Annecy, Monseigneur Biord a tort ou a raison, c'est pas à moi de le dire, mais il a une vision très misérabiliste de sa situation dès son entrée en fonction en 1764. Il plaide pour l'établissement d'un palais épiscopal à Annecy. Alors c'est là qu'on commence à toucher les injonctions paradoxales. Hein. Donc un moment on continue de se dire évêque et prince de Genève, on maintient la fiction, hein, on est parti depuis très longtemps maintenant, depuis 1535. On continue de dire qu'on va revenir à Genève, mais très concrètement, si on décide de faire un palais épiscopal à Annecy, ça veut dire qu'on renonce au retour à Genève. Alors on est d'accord, il est acté, hein, le fait qu'ils ne reviendront pas, mais dans les courriers, on continue, même Monseigneur Biord continue de sonder pour savoir la position à Genève. Alors, pas d'un retour, mais plutôt d'une liberté de conscience ou une liberté de culte, quand il y a parfois certaines ouvertures. Donc, voilà, on se lance dans ce pari du palais annécien. Alors, ça va jalonner les 2 décennies d'épiscopat de Monseigneur Biord. Ça va être surtout des atermoiements. Hein. Donc il y a déjà au départ, on part sur le projet, donc un logement, j'allais dire ad intérim. Hein. Vous savez, c'est ces ad intérim qui n'en finissent plus. Donc on se dit, est-ce qu'on rachète les bâtiments voisins? Et puis on se rend compte que c'est mal fichu, que ça va coûter cher. Donc finalement, on ne retient pas l'idée, mais bon, ça prend quand même 7 ans. On arrive au début des années 1770, il y a une nouvelle ouverture qui se fait par rapport à... Il y a la question des cordeliers qui se pose alors de manière plus générale en Savoie. On est aussi dans ce mouvement, vous le savez, hein, il y a la commission des réguliers en France où les réguliers sont quand même dans le viseur un peu partout. En Autriche, c'est pareil avec le joséphisme. Donc on est un peu dans cette ambiance et puis on se dit, profitons peut-être de l'ambiance pour faire un véritable centre épiscopal. Donc il y a
L'inclination, on va dire, royale, c'est plutôt de faire du couvent des Cordeliers un palais épiscopal autour du couvent des Cordeliers. C'est ce qui va être aussi finalement choisi. Mais il y a le chapitre cathédral qui, lui, milite pour aller chez les dominicains. Moins de travaux, ça coûte moins cher. Bon. Alors, il y a des tractations, puis à un moment, on somme un peu l'évêque de se positionner. Vous en voulez pas, parce qu'à un moment, ben, il y a un budget à établir. Et donc, ça traîne, ça traîne, ça traîne, tant et si bien que finalement, c'est Monseigneur Paget qui rentre dans les murs, alors pour quelques mois. Hein. Une inauguration en 1787. En juin 1792, il y va. En septembre, c'est fini. Donc, voilà, un long projet, mais au-delà de ça, c'est vraiment la symbolique d'établir un nouveau centre. Un nouveau centre digne de ce nom, qui fasse rempart, et puis d'avoir un évêque qui est surtout un palais qui lui permette d'administrer son diocèse. Donc là, ben, c'est le fameux palais en question, hein, où on a l'école de musique aujourd'hui. Et puis je disais, bah voilà, choix raisonnable, bah à un moment, il faut avoir un palais digne de ce nom, et puis arrêter de loger, j'allais dire, ad intérim dans les différentes maisons annéciennes. Et puis se faire une raison, bah oui, se faire une raison, on est toujours dans ces compromis. Hein. Monseigneur Biord, alors je ne sais pas il y a cru à ce traité de Turin, et puis il se fête de 25 ans, 1779, les protestants c'est fini, on va remettre de l'ordre dans le diocèse, tout ira bien. Non, pas du tout. Hein. J'allais dire, c'est même le début d'une expérience plus globale, puisque en fait, c'est le coup d'envoi de la province de Carouge, et puis vraiment les souverains, le souverain piémontais a des visées de développement économique autour de Carouge, et puis il n'entend pas que Monseigneur Biord le saborde au nom qui est un culte protestant qui soit célébré en terre catholique. Hein. Il faudra qu'il s'en accommode. Alors là aussi, c'est assez drôle le jeu qui s'opère. Vous avez le comte Corte qui rassure Monseigneur Biord, mais non, Turin est derrière vous, vous êtes le rempart du catholicisme en Savoie, vraiment allez-y, faites votre travail de pasteur. Donc il le fait, il nomme des curés à sa main, il renforce l'école, enfin, il essaye d'ériger une digue au niveau local, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis on voit passer une double correspondance où le comte Corte parle à l'intendant dans tout autre mot, donc à l'intendant Foassa-Friot, où il l'encourage au développement économique, puis il a dit s'il faut on calmera l'évêque, il ne faut pas qu'il fasse trop de zèle, parce qu'il faut quand même que le développement économique puisse se faire. Donc on est toujours dans ce jeu où Monseigneur Biord ferraille au niveau local, et puis ben, au niveau global, il n'a pas les réseaux. Et puis on le verra, c'est aussi ce qu'explique ces choix des souverains, c'est qu'un évêque sans réseau, ben, c'est un évêque qui vous doit tout et puis avec qui il est plus facile de composer. Bon alors là j'ai juste noté, parce que ça c'est un peu la légende de Monseigneur Biord avec son passé, ses petits montins, hein, samoins et ses maçons, donc il aurait dit, bon c'est toujours un peu apocryphe mais c'est assez drôle. Donc si je suis maçon, je veux montrer que je sais manier la truelle et que je vais avoir un palais épiscopal digne de ce nom. Donc ça, c'est l'idée que ben, là aussi, lui va faire aboutir ce projet maintenant qui date déjà du XVIIe siècle. Hein. Bon, alors il y avait eu des projets du côté de Thonon avec François de Sales, parce qu'à un moment, il fallait faire un centre épiscopal là où il y avait la lutte contre l'hérésie. Là, on est revenu sur un projet annécien. Et puis voilà, alors Monseigneur Biord, on retrouve donc un palais à son image, hein, la figure grave du théologien, l'équilibre, la discipline, ce qui a dicté sa ligne de conduite. Redire aussi que ce palais, ben voilà, ben forcément, il ressemble de près à un couvent, puisque c'est l'héritage, c'est celui des Cordeliers. Donc évidemment, un espace voué à la prière, ça on l'aura compris, pour un évêque, mais surtout un espace efficace dans l'administration diocésaine, avec ce souci des archives qui est vraiment un souci qui n'est vraiment pas placé au second plan, parce que c'est une réalité de l'administration d'un diocèse au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est aussi placer cette nouvelle citadelle, avoir un lieu pour un catholisme de combat, mené essentiellement donc, sur les frontières du diocèse. Au départ, ça a été mené à Annecy, ça a été rude pour Monseigneur Biord de prendre en possession ce diocèse. Il est contesté par son chapitre cathédral,
Donc c'est aussi, on verra dans le choix de ses visites pastorales, partir de l'extérieur du diocèse pour recentrer progressivement sur Annecy, avoir l'autorité dans son diocèse, et puis profiter, j'allais dire, des départs. On a presque l'impression que c'est un peu comme dans un plan, dans une entreprise, où on attend que peut-être les gens sortent de l'entreprise ou là disparaissent, pour mettre des hommes à sa main dans le chapitre cathédral, et puis pouvoir mener des dossiers qui lui tiennent à cœur sur la deuxième partie du diocèse, parce qu'il n'y a plus l'opposition qu'il y a à l'intérieur. Pour vous imaginer, il n'avait pas été retenu au moment de la vacance parmi les vicaires, il avait été évincé donc à ce moment-là. Donc ça montrait aussi les oppositions internes, des oppositions aussi qui avaient pu croître finalement sur l'épiscopat précédent, Monseigneur Deschamps de Chaumont, qui était extrêmement en retrait. Il avait laissé beaucoup de place, notamment Monseigneur Bior. Ça a certainement laissé aussi des traces dans les relations avec le chapitre cathédral. Et le chapitre cathédral tente quand même le coup sur la vacance de 1763-1764 d'écarter l'héritier désigné quelque part. Voilà pour ce qui est ce palais de la raison, ce palais que finalement on arrive à obtenir pour ces évêques de Genève-Annecy. Je vais parler d'un autre point, il faut que j'avance un petit peu je pense, je suis bavard. Un autre point donc sur le combat perdu des Lumières, je voulais revenir quand même sur ce combat avec Voltaire, parce qu'évidemment la figure de Voltaire, figure absolument éminente du temps des Lumières, et d'avoir l'évêque qui donc est amené à croiser le fer avec un des esprits les plus brillants du siècle. On pourrait parler vraiment d'un combat déjà perdu d'avance ou inégal. Et pourtant il va y aller. Il va y aller vraiment, il va y aller sincèrement, il va avoir des résultats, Monseigneur Bior, mais il va se heurter aussi à un combattant du premier ordre, un combattant épistolaire, puisqu'il s'agit d'un combat épistolaire. De manière plus générale, rappeler qu'avec le tournant des années 1750, les idées philosophiques progressent dans tous les cercles. Il ne faudrait pas s'imaginer que c'est uniquement dans les salons que ces idées sont relayées. Il est évident que ces idées séduisent aussi bon nombre de figures épiscopales, que des évêques en cour de France sont très sensibles à ces nouvelles idées et à ces manières d'appréhender aussi bien la politique, la culture. On a évidemment en arrière-fond Genève, on parle de diocèse de Genève-Annecy. Genève aussi, un grand centre européen d'imprimerie, au cœur de la bataille des Lumières. Évidemment, un puissant relais pour l'auberge de Ferney habitée par Voltaire. Et donc là, on est dans ce que j'ai dit, ce que j'ai un peu intitulé le choc de deux mondes, vraiment. Le monde du passé, d'ailleurs que Voltaire se plaît sans cesse à railler Monseigneur Bior pour son côté réforme tridentine, si vous voulez. Ils disent, mais lui, il est sorti tout droit du XVIe siècle, il n'a pas compris les enjeux du siècle, et puis je vais les lui rappeler. Donc un Monseigneur Bior pasteur, vraiment, c'est la figure pastorale par excellence, défense de la doctrine chrétienne, apologétique chrétienne, anti-lumière, anti-voltairien, donc ça c'est sa posture. Et puis de l'autre côté, on a un Voltaire qui se rêve en seigneur à Ferney, mais un seigneur extrêmement actif, en lien avec la population locale, rêvant aussi de retrouver des faveurs en cour de France en développant le projet de Versoix, donc la colonie de Versoix en lien donc très, très serré avec Choiseul, le Premier ministre à la fin des années 1760. Et donc survint dans ce contexte-là l'affaire dite des Pâques. Bon, les enchères avaient un petit peu commencé à débuter en 1760, je vais faire vite, mais donc en 1761, Voltaire a le projet de déplacer l'église et le cimetière à Ferney. Alors toujours, c'est des commentaires très voltairiens pour avoir une plus belle vue, etc. Bon, alors comme il finance, Monseigneur Deschamps de Chaumont n'y voit pas vraiment de problème à l'époque. Et puis en 1768, au moment de Pâques, donc il se présente dans l'église, il se permet de faire un sermon entouré d'hommes armés, donc ça déclenche
le tollé général. Bon, pour Voltaire, c'est plus la péripétie. Il ne pense pas que Björn va en faire grand-chose, mais bon, Björn décide de faire remonter l'affaire en cour de France. Bon, là, il comprend que ça ne va pas être simple, hein, parce que, y compris chez les évêques et les cardinaux, il a un soutien de façade. On le remercie de son zèle, de son activité pastorale. Bon, on lui fait comprendre, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, pour Björn, c'est pas possible. Donc, il essaye d'entrer en lien direct en combat avec Voltaire. Il essaye de le prendre sur le terrain de la dialectique. Donc, vous imaginez un petit peu l'ampleur du combat. Donc, évidemment, il n'a pas les résultats escomptés. Bon, Voltaire rejoue une comédie l'année suivante. Pourtant, l'évêque a pris soin de mettre en garde l'ensemble, j'allais dire, l'ensemble du clergé gessien, mais ça ne suffira pas. L'affaire, ce qui est surtout intéressant, c'est ce que j'appelle la correspondance indirecte. Donc on a 9 lettres, 9 échanges entre l'évêque et Voltaire au cours de cette année. Enfin, ça fait un peu plus qu'une année, sur 1768-1769. Après, c'est intéressant ce qui est dit en cour de France. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui est dit dans les gazettes, dans les journaux. L'affaire vraiment défraie la chronique, hein. On a même des commentaires, donc Frédéric II, il va de ses propres commentaires. Lui, pourtant très proche de Voltaire, trouve que là, la comédie va un peu loin. Mais voilà, la puissance des réseaux, le bagage intellectuel de Voltaire font que Monseigneur Björn, finalement, il a mené la lutte qu'il devait faire à l'échelle de son diocèse, mais sort plutôt ridiculisé, raillé, moqué, hein, par Voltaire qui s'amuse à l'appeler. Mais vous êtes un homme de lettres, vous aussi, vous écrivez des lettres. Donc c'est ce qu'il lui dit en somme dans une de ses missives absolument caustiques. Mais Monseigneur Björn montre à ses diocésains qu'il est prêt, hein, à s'engager pour la défense du catholicisme, hein, y compris face à un adversaire du renom de Voltaire. Servir la monarchie à la périphérie des réseaux. Donc ça fait une transition par rapport à ce que je viens d'expliquer sur la situation un peu isolée, hein, de Monseigneur Björn. Donc j'ai refait un organigramme très simple pour expliquer les clés d'une promotion épiscopale roturière, en l'occurrence celle de Monseigneur Björn. Ça vaut aussi pour Michel Conseil. Donc Michel Conseil qui a été vicaire général de Monseigneur Björn et qui sera le premier évêque de Chambéry, hein, donc en 1780. Donc l'idée, hein, des rois piémontais, avoir des hommes fidèles, des puissants relais, y compris dans le monde ecclésiastique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, devenant un peu faiseur d'évêques, l'évêque doit en retour une loyauté totale à son souverain. Donc ça, évidemment, c'est un des éléments j'allais dire, de la stratégie politique. Pour Monseigneur Björn, ce qui a joué aussi en sa faveur, c'est la chaude recommandation de Monseigneur Deschamps de Chaumont. 1762, Monseigneur Deschamps de Chaumont n'étant pas très en forme, écrit au pouvoir turinois dans lequel il désigne clairement dans une lettre Monseigneur Björn comme le meilleur candidat à sa succession. Il n'empêche que même si ce sera le choix retenu par les souverains piémontais, il y avait quand même une liste de 15 ecclésiastiques, alors pas tous du diocèse de Genève-Annecy, 15 ecclésiastiques savoyards, donc qui étaient en course pour l'évêché de Genève-Annecy en 1764. Donc là aussi c'était intéressant parce qu'on voyait à la fois, il y avait 5 à mon sens qui étaient vraiment des épiscopables, et puis après on faisait quelque part la recension des jeunes talents, si vous voulez, des futurs talents du clergé savoyard qui allaient éclore dans les décennies suivantes. Donc je l'ai dit, un évêque qui fait par le roi, c'est aussi pour le roi, quand je vous dis qu'il y a vraiment une stratégie politique, le roi sait qu'il est dans un espace périphérique, de frontières, que j'ai aussi qualifié d'espace laboratoire
hein, parce que pour Carouge du côté piémontais ou pour Versoix du côté français, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorise pas ailleurs et qu'on peut s'autoriser avec un évêque qui n'a pas ou qui a peu de relais et de réseau. J'ai repris une citation de Philippe Martin. Alors Philippe Martin, c'est un spécialiste des diocèses lorrains, hein, dans l'Est français, qui décrivait un peu la situation des diocèses de frontière au XVIIIe siècle avec cette citation. Donc le diocèse, une vision historique et géométrique de l'espace qui s'impose, mais chaque camp l'interprète en fonction de ses aspirations. Donc qu'on soit évêque, le point de vue épiscopal ou le point de vue politique du roi. Les prélats défendent la tradition, donc en cela, Monseigneur Biord ou ses prédécesseurs s'inscrivent complètement dans cette veine. Au nom de l'antériorité supposée du découpage diocésain, sous-entendu par rapport au découpage politique, ils souhaitent promouvoir un diocèse qui échappe aux contingences de l'époque, quitte à ne pas correspondre aux autres réalités que sont par exemple les États. Et vraiment, dans cet exercice de rationalisation des États au XVIIIe siècle, on a ces diocèses qui se retrouvent attaqués par une nouvelle forme de découpage. Alors on le voit, hein, la réponse c'est toujours dire l'antériorité, la tradition, hein, comme élément de défense. Mais on voit que les visées économiques des souverains, le développement économique des États, la compétition économique semblent prendre le pas sur le poids des traditions qui avaient ancré dans l'espace le sillon des diocèses. Et ça, j'aurai des cartes après, comme ça vous visualiserez mieux l'espace. On le voit très clairement dans le diocèse de Genève-Annecy. Donc un diocèse de Genève-Annecy qui est confronté, alors là j'ai retenu plutôt l'exemple de Carouge, j'aurais pu développer celui de Versoix, où là l'attaque, j'allais dire monarchique, est frontale et sévère. L'évêque se retrouve donc acculé à des digues locales, hein, ce que j'appelle des digues locales, donc ce que je disais tout à l'heure, prêtres, écoles, églises, et puis largement dépassé par les contingences économiques et puis les aspirations des souverains. Pour Biord, ça a été quand même un sacré choc, parce que si on fait un petit retour en arrière, dans les années 1750, alors qu'il est encore vicaire général de Monseigneur Deschamps de Chaumont, on est dans une logique où il est à Chênes, donc on est vraiment sur la frontière avec Genève. Hein. Je ne sais pas si vous localisez un peu Chênes dans l'espace genevois actuel. Mais donc on est vraiment aux portes de Genève. Il dit qu'il est ému à souhait quand il fait bâtir cette église de Chênes, parce qu'il voit l'antique cathédrale, il la voit, hein, elle est à quelques kilomètres. Et puis là, il nourrit encore vraiment intérieurement ce rêve, hein, de partir à la reconquête de cette frontière. Là, la pilule, elle est amère, parce que là, en l'occurrence, en 1780, avec la création de la province de Carouge, on n'est plus du tout dans cette logique, quand bien même les souverains lui avaient laissé entendre, notamment dans sa visite à Turin de 1774, qu'il aurait tout le soutien à l'issue de l'expiration du traité de tolérance de 25 ans. Donc il y a aussi une certaine forme candeur, crédulité, déni, on pourrait dire aussi. Donc voilà, si on doit localiser un peu, vous voyez ce diocèse donc attaqué là sur sa frontière nord, donc il y a Versoix, hein, au nord de Genève, Carouge au sud directement, donc avec ces deux projets très forts, hein, des pouvoirs centraux français et piémontais. Vous voyez qu'il y a une petite flèche aussi entre Belay et Annecy, parce que je parlais des vacances épiscopales tout à l'heure. Et donc en 1763-64, et puis après en 1785-87, l'évêque de Belay tente de faire main basse sur une partie des paroisses françaises du diocèse. Et la première fois, donc, Monseigneur Biord avait pu y répondre. Et la deuxième fois, Monseigneur Paget, qui est vicaire général de Monseigneur Biord, avait le dossier bien connu, notamment grâce à cette fameuse mémoire diocésaine, hein, qui a été constituée et a pu avancer les bonnes cartes pour éviter un démembrement du diocèse de Genève-Annecy. Il y a eu aussi un épisode assez cocasse finalement, hein, c'est-à-dire qu'au moment où il faut créer l'évêché
de Chambéry, 64 paroisses, tout petit diocèse. Monseigneur Conseil, nouvellement nommé, écrit au roi, puis dit, mais quand même, Chambéry, ce que ça représente dans l'espace savoyard, je ne peux pas avoir un diocèse finalement aussi restreint. Peut-être serait-il bon de rééquilibrer avec le diocèse de Genève-Annecy qu'il venait de quitter en tant que vicaire général. Donc là, on voit que, y compris dans ceux qui étaient ses alliés, on peut subir aussi des attaques relativement importantes. Enfin, un élément tout à fait, j'allais dire, de circonstance quand on évoque les évêques du diocèse du siècle des Lumières, c'est l'administration diocésaine comme maillon de l'administration royale. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Alors voilà, j'ai abordé, je crois que la résolution est moins bonne pour vous, mais quand même. On voit donc les divisions administratives du côté de la Savoie, avec les différentes provinces. Et puis de l'autre côté, on a les subdélégations françaises. Donc défi administratif, peut-être le seul point, parce que là je me suis étalé un peu longuement à retenir, mais qui est vraiment crucial, c'est ce basculement de la France vers le Piémont. Et ça, c'est vraiment mesurable au travers des correspondances d'un côté, donc Monseigneur Rossillon de Bernex, début du siècle, premier tiers du siècle, où là on a une correspondance vraiment qui donne la priorité à Paris sur Turin, et puis on voit des liens aussi avec Belay, avec Dijon, avec la Franche-Comté ou la Suisse, quelque chose qu'on ne voit absolument plus un demi-siècle plus tard, où là, le poids écrasant du côté de Turin, avec près de, vous voyez, sur un total de 687 lettres, là pour Monseigneur Biord, 539 pour Turin, 34 pour Paris, 88 pour la Savoie. On voit que même avec l'espace proche, il y a peu de liens. On est vraiment un homme du roi et un rouage de l'administration royale piémontaise. Ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister. Alors pourquoi ? Parce qu'on a besoin de relais forts. Hein. Je l'ai dit, on a parlé du palais épiscopal, il faut de l'argent, concrètement. Hein. C'est le nerf de la guerre. Donc là, l'argent, il doit venir de Turin. Quand il faut également traiter la question des réguliers, aujourd'hui je l'ai abordé peu, hein, j'ai juste parlé à travers les cordeliers, mais là aussi les questions des fermetures là, se font avec le pouvoir turinois et soutenu par le pouvoir turinois. Et puis les éléments qui me semblaient vraiment importants, les points saillants par rapport à cette administration diocésaine, c'est, j'ai insisté, et ça j'espère que c'est vraiment une idée que vous garderez, c'est l'organisation et la rationalisation des archives. Vraiment, ça c'est un élément clé pour l'administration diocésaine. La reprise des visites pastorales qui avaient été délaissées pendant quasiment un demi-siècle et qui ont donc mis à mal l'autorité de l'évêque. Donc il y a une reprise en main du diocèse qui s'opère dans, on va dire, le premier tiers de l'épiscopat de Monseigneur Biord. Pour ça, il faut une équipe loyale, efficace. Alors là, on est tout à fait dans ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui aussi dans le monde des administrations, des entreprises. Donc là, Monseigneur Biord crée une équipe resserrée, hein, avec 2 secrétaires greffiers, Butin et Nicolin, et puis 2 fidèles serviteurs, 2 vicaires généraux, qui auront une destinée épiscopale, hein, Michel Conseil à Chambéry, Joseph-Marie Paget qui prendra la succession donc, de Monseigneur Biord à Annecy, et puis pour en faire une sorte de bureau épiscopal réduit et mobile, hein, pour reprendre en main ce diocèse. Et là, c'était la force du local. Quand on sait qu'on ne peut pas peser sur la dimension de la cour, l'entrée qui semblait la plus efficiente, c'était celle du local. Et c'est une carte qui a été bien jouée, qui a été même développée à travers le système des archiprêtres comme maillon entre la paroisse et le diocèse, où là aussi Monseigneur Biord a pu nommer des hommes à sa main. C'était aussi pour contrebalancer le pouvoir
le pouvoir annécien du chapitre cathédral. Donc il y a cette idée aussi de redistribution et d'équilibre dans les pouvoirs au sein du diocèse. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué. Je peux passer. Voilà. Alors là, il y avait une illustration sur la reprise en main du diocèse avec donc les espaces visités. Vous voyez sur les 6 premières années de l'épiscopat, et puis cette volonté de partir plutôt de l'extérieur pour ensuite venir se recentrer sur Annecy, puis trouver aussi un équilibre entre partie française et partie piémontaise. En conclusion, alors, on peut vraiment, il y a vraiment trois moments, trois séquences sur ces évêques de Genève-Annecy au XVIIIe siècle. C'est donc la posture offensive que j'évoquais en début d'exposé, donc de Monseigneur Rossillon de Bernex dans le sillage de celui de Monseigneur d'Arenton d'Alex. On est vraiment encore dans ce catholicisme de combat puis de reconquête avec un soutien fort du pouvoir central. Ensuite, on a ces espaces de transition avec une longue vacance qui suit la mort de Monseigneur Rossillon de Bernex, un Monseigneur des Champs de Chaumont aussi qui est beaucoup plus en retrait, donc qui laisse beaucoup plus d'espace au chapitre cathédral. On sait que le chapitre cathédral occupe l'espace libre. Quand l'évêque n'est pas là ou quand l'évêque ne rayonne pas, l'espace est toujours comblé par le chapitre cathédral, avec des luttes intestines qui vont peser, j'allais dire, sur l'arrivée, l'entrée, en fonction de Monseigneur Biord. Et puis là, on a vraiment l'idée de la montée en puissance de l'administration diocésaine, arrimée à celle de l'administration piémontaise. On est vraiment aussi dans le moment des réalisations, puisqu'on a quand même finalement, bonhomme un l'an, un véritable palais épiscopal, et puis on doit aussi faire face au dessein monarchique du temps, et puis à la logique du temps, qui est une logique économique. Donc voilà, au final, un diocèse de Genève-Annecy qui est quand même bien malmené, un diocèse de frontière, puisque c'est un terrain d'expérimentation, de recomposition, qu'utilisent, j'allais dire, à dessein les pouvoirs centraux, les deux pouvoirs centraux, parce qu'en l'occurrence aussi bien du côté français que piémontais. Et c'est pour les évêques, la pierre angulaire, c'est cette recherche permanente d'un équilibre entre une vision théologico-politique et puis de l'autre côté, des visées plutôt politico-économiques portées par les souverains et leurs administrations respectives. Un grand merci pour votre patience et votre attention.